Alors ici, on est à l'hôpital de Digne, centre hospitalier de Digne. C'est un hôpital qui a à la fois des fonctions, des services de soins généraux, médecine, de chirurgie, maternité, services d'urgence, et qui a la spécificité d'avoir aussi des services de psychiatrie. Donc moi, pour ce qui est mon domaine, c'est plutôt la psychiatrie. On est le seul établissement sur l'ensemble du département à s'occuper des problématiques de psychiatrie. Donc on a une capacité, alors pour ce qui est de l'hospitalisation à temps complet, c'est-à-dire des gens qui sont hospitalisés et qui restent dormir sur l'hôpital, une centaine de lits à peu près. Et ensuite, on a les structures extra-hospitalières. Donc, on a des centres médico-psychologiques, des centres de jour, des hôpitaux de jour. On en a sur Digne, en centre-ville. On en a aussi à Fort-Calquier, à Manosque, à Sisteron, avec aussi quelques antennes à Saint-André. On a à Seine, à Barcelonnette, on a aussi un CMP. Donc, voilà. Donc, tous ces services-là dépendent de l'hôpital de Digne. Tous ces services de psychiatrie dépendent de l'hôpital de Digne. Disons qu'on a une centaine de lits pour une population de 160 à 170 000 habitants sur le 04. Donc c'est quand même pas énorme, mais c'est surtout ce qu'on peut noter surtout, c'est une diminution de l'ordre de 50% de cette capacité d'accueil à temps complet sur les 20 dernières années. Donc on était à peu près à l'équivalent de 200 lits d'hospitalisation à temps complet, on est passé aujourd'hui à moins de 100 lits d'hospitalisation. Ça veut dire une autre manière de travailler, c'est-à-dire que, par exemple, il y a 4 ans, on nous a fermé un service ici de 20 lits et on a restructuré la capacité des lits d'accueil. Les lits d'accueil, c'est les personnes qu'on reçoit sur du court terme, du moyen terme, et donc qui ne sont pas censés rester longtemps. Il y a 4 ans, on avait 80 lits d'accueil. Aujourd'hui, on a 40 lits d'accueil. Donc on a divisé par 2 en l'espace de quelques jours, puisque ça a été effectif comme ça au mois de juin il y a 4 ans. On est passé de 80 lits d'accueil à 40 lits d'accueil. Donc ça veut dire on avait 4 services d'accueil, on n'en a plus que 2. Ils sont situés dans le même bâtiment, au même endroit. On avait des chambres dites des chambres d'isolement. C'est des chambres où on va protéger les personnes qui sont dans un état d'agitation qui nécessite une protection particulière. Donc on avait 4 chambres comme ça qui étaient fermées. Maintenant on n'en a plus que 2. On les a divisées par 2. Ça entraîne une saturation de ces chambres qui sont tout le temps occupées, tout le temps dans le même service, ce qui veut dire que les équipes de soins qui doivent s'occuper de ces patients-là, ils passent leur temps dans ces chambres qui nécessitent beaucoup de temps, c'est très chronophage en fait. Avant, c'était les chambres n'étaient pas occupées en permanence, donc ça permettait de souffler un petit peu aux équipes, ça leur permettait de souffler. Maintenant, elles sont occupées quasiment 7 jours sur 7. Pas forcément, il n'y a pas moins de personnes malades. Alors, 80, il y a moins de personnes accueillies. Il y a moins de personnes accueillies et elles sont accueillies peut-être moins longtemps. Certaines personnes, ce qu'on constate aussi sur les structures extra-hospitalières, qui sont en aval des hospitalisations, on constate des patients qui, après une hospitalisation plus courte que ce qui existait avant, ils sortent dans un état qui n'est pas stabilisé au niveau psychique. Ce qui entraîne souvent des réhospitalisations derrière, un turnover très important. Donc le temps d'hospitalisation a été raccourci, il y a beaucoup plus de mouvements dans les services, les patients rentrent, restent un certain temps, ils ressortent, mais par contre ils reviennent. Donc comme ça n'arrête pas. Et ça laisse pas le temps, on va dire, à la relation de se poser entre l'équipe soignante d'un côté et le patient. Oui, c'est pas qu'une impression, on travaille dans l'urgence et on prend pas le temps. Nous, notre outil principal, c'est l'humain. C'est l'infirmier, c'est l'aide-soignant qui est au contact du patient. Il a besoin de temps pour que la relation s'instaure. Et ce qui vient aussi impacter notre temps de disponibilité, c'est toutes les démarches administratives. Depuis ces dernières années, on constate une multiplication des démarches administratives à faire, des dossiers à remplir, des feuilles à remplir, des justifications à chaque fois de ce qu'on fait. Ce qui fait qu'on passe plus de temps maintenant à faire ça qu'à être auprès du patient. Voilà. Ce qui pourtant est la caractéristique du soin, nous, c'est qu'on soit aux côtés du patient. Oui, clairement, l'objectif, alors qui n'est pas clairement exprimé comme ça, mais qui sous-tend les décisions quand même du ministère depuis quand même quelques années, c'est de réduire les coûts. Quelqu'un qui est hospitalisé, c'est quelqu'un qui coûte cher. Parce que il faut qu'il y ait du personnel qui tourne H24, il faut qu'il y ait toute la logistique qu'il y a autour. Donc forcément, ça coûte beaucoup plus cher une hospitalisation à temps complet qu'une hospitalisation en ambulatoire. Donc on favorise de plus en plus les prises en charge en ambulatoire. Donc ce qu'on pourrait considérer comme étant une avancée, c'est-à-dire qu'on évite des hospitalisations et on maintient les gens chez eux, ça pourrait être positif. Sauf que derrière, il faut que les moyens suivent. Or, les structures extra-hospitalières en aval,
elles sont pas renforcées pour autant. Il y a quelques années, on a eu 2 centres de jour de personnes âgées qui ont été fermés, alors qu'on est un département de plus en plus vieillissant. Donc on a besoin de prendre en charge des pathologies, des personnes qui ont des pathologies psychiatriques et qui vieillissent. On a besoin de les prendre en charge aussi dehors. Mais ça a été fermé aussi. Donc il y a des fermetures à la fois en intra-hospitalier et il y a des fermetures aussi en extra-hospitalier. Donc en fait, petit à petit, on répond de moins en moins aux besoins de la population. Il y a pas forcément plus d'ambulatoires. Là, on a des difficultés de recrutement sur l'ensemble de l'établissement et l'ensemble surtout de la psychiatrie. Difficultés de recrutement au niveau médical. Donc un médecin, la politique de secteur, c'est qu'un médecin, normalement, il suit ses patients. Quand il y a un patient qui est je vais prendre mon secteur, le secteur de Sisteron, il le voit à Sisteron. Quand son patient est hospitalisé, c'est le même médecin qui doit le voir. Donc ça veut dire que les médecins, ils sont répartis sur l'ensemble du département, mais ils sont tous rattachés à l'hôpital de Digne. Donc à chaque fois, ils sont normalement à faire des va-et-vient entre l'hôpital et leur service à l'extérieur. Donc tout ça, c'est très chronophage. Et sur un département comme le nôtre qui est très étendu, donc imaginez un médecin qui fait des consultes à Barcelonnette, qui va faire des consultes à Sisteron, puis qui va venir faire des consultes ici à Digne. Donc c'est pas très attractif pour les médecins. Donc on a beaucoup de difficultés à faire venir les médecins. Et la problématique est la même pour les infirmiers et maintenant aussi de plus en plus pour les aides-soignants. Sur le pôle là de psychiatrie, en termes de temps paramédical, on sait qu'il y a à peu près 18 ou 19 postes d'infirmiers vacants qui sont pas pourvus. Donc c'est des postes qui sont alloués, mais qui ne sont pas occupés parce qu'on ne trouve pas d'infirmiers pour venir les occuper. Alors qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas spécialement envie de venir sur un département comme le nôtre? En fait, c'est la même chose que pour la population, c'est-à-dire qu'il y a très peu de services, il y a de moins en moins de services à disposition. Des spécialistes, par exemple, des médecins spécialistes, si on a besoin pour nous aussi, c'est très compliqué dans un département comme le nôtre. Voilà, donc on a des infrastructures qui manquent pour être attractif, pour faire venir la population. C'est la même chose pour les médecins. Ensuite, il y a aussi le système, il est fait pour faire jouer la concurrence entre les établissements. C'est-à-dire qu'il y a des primes d'installation pour les médecins. Si un hôpital veut vraiment faire venir un médecin, il peut sortir le chéquier. Un hôpital comme l'hôpital de Digne, c'est quand même un petit hôpital qui ne peut pas rivaliser avec les hôpitaux d'Aix-en-Provence ou les hôpitaux de Marseille ou les hôpitaux qu'il y a sur la côte. Voilà. Donc le chéquier va être beaucoup plus facile à sortir pour ces hôpitaux-là que pour un hôpital comme Digne. Voilà. Donc en fait le système favorise le mercenariat médical et de plus en plus paramédical aussi. Les infirmiers rentrent dans la même logique. Alors là, on a un pavillon d'entrée, par exemple, où les seuls médecins qui viennent, ce sont des médecins intérimaires. Il n'y a plus de médecins dits seniors qui appartiennent à l'établissement. Ils viennent, ils font des périodes d'intérim. Ça va être une semaine, ça peut être un mois. Là, ils se font payer, ils sont bien payés, bien plus que leurs collègues. Voilà. Mais par contre, ils font pas partie de l'hôpital. Dans une semaine, ils vont être ailleurs, ils vont partir sur un autre hôpital. Et donc, en termes d'engagement, d'investissement dans l'établissement, dans l'institution, il y en a pas. Et en termes de relation avec les patients, ce que je disais tout à l'heure, la relation avec le patient, ça prend du temps. Ça s'instaure dans la durée. Ces gens-là, ils font que passer. La psychiatrie a toujours été financée, de ce que j'en connais, a toujours été financée par ce qu'on appelle la dotation annuelle, une enveloppe globale qui est donnée chaque année, alors sur l'ensemble des services de psychiatrie. En fonction de leur activité, on donne un peu plus ou un peu moins. Depuis 2 ans, on est dans l'attente d'une réforme de la financiarisation de la psychiatrie. Alors que les soins généraux tendent à faire disparaître ce qu'on appelait la tarification à l'acte, c'est ce qui risque, et c'est ce qu'on nous dit qui va apparaître alors sur la psychiatrie, sur l'activité de psychiatrie, en catégorisant alors les soins et donc les financements. Ce qui nous fait peur, nous, dans ce financement-là, c'est qu'il va falloir alors faire encore plus d'activités sur plus de personnes pour faire valoir alors un financement intéressant. On n'est plus sur la prise en charge d'une population d'un bassin ou d'un département, mais sur le financement d'actes faits sur un nombre de personnes qui seraient alors pris en charge. Les soins, en fait, qui vont être plus rentables, c'est ceux qui vont durer le moins longtemps.
Donc en fait, ce qu'on va financer, c'est des projets sur des courtes durées, ce qu'on appelle, ça va être le financement, ça va être des réponses à des appels à projets, mais du coup sur des soins qui sont pas pérennes, des soins qui vont pas durer. En effet, il y a des soins qui vont disparaître, et notamment le soin de proximité, puisque comme le disait mon collègue Philippe tout à l'heure, on est un département qui est vaste et on a une activité de secteur très importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des collègues infirmières de Sisteron ou de Digne vont aller sur Barcelonnette, sinon sur Entrevaux, à Notes, Saint-André. Les médecins aussi vont se déplacer jusqu'à ces lieux-là. Ce que va amener la tarification, alors, c'est l'abandon de ces secteurs d'habitation et l'abandon des interventions sur ces secteurs-là pour tout centraliser finalement sur des centres de consultation. Ce qui est drôle, c'est là, en écoutant tout à l'heure Philippe parler, je pensais à une formation que j'ai faite avec lui hier sur les soins de premier secours. Et la seule chose qui ressortait des infirmières collègues, des collègues infirmières urgentistes dans la prise en charge des urgences vitales, c'est qu'on n'a pas les mêmes chances là où on habite. Et ben en fait, ce qu'on se dit, c'est que là, ce qui va se passer pour ces gens-là, c'est qu'en fait, tout simplement, ils n'ont pas la même chance d'accéder aux soins que s'ils habitaient dans une autre commune ou dans un autre département qui serait mieux alors achalandé en soins, en dispositifs sanitaires. Ici à Digne par exemple, ou dans les Alpes d'Haute-Provence, la réponse à l'urgence vitale quand il y a un arrêt cardio-respiratoire, elle n'est pas la même que quand tu habites à Marseille, à Aix ou à Paris, quoi. T'as pas la même chance de vie. C'est super grave, oui, bien sûr. Se rajoute à ça en plus la réforme de la sécurité sociale, là, qui est tout le temps en réforme en fait, cette sécu, parce que finalement elle coûte, ce qui paraît, elle coûte trop cher. Mais ce qu'on nous dit, c'est que là, par exemple, pour les gens qui sont éloignés des centres de consultation, on ne va plus pouvoir rembourser ou prendre en charge, en tout cas, leur transport sanitaire. Donc quand tu as quelqu'un qui habite à Notes et qui a besoin de voir un infirmier ou une infirmière ou un psychologue tous les 15 jours, il va plus pouvoir le faire parce que le seul remboursement auquel il aura droit pour son taxi ou son transport sanitaire, ça sera des consultations médicales. Voilà. Donc oui, c'est grave évidemment. Ouais. C'est exactement ça. Et ne tombez pas malade, et en même temps, on ne finance plus les soins de prévention. Si on ne veut pas tomber malade, à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est faire de la prévention en santé. Mais même ça n'existe plus. En santé mentale, puisque c'est comme ça qu'on appelle maintenant la psychiatrie, la santé mentale, ce qui est important justement, c'est de prévenir alors la crise. C'est de prévenir la dépression, c'est de prévenir la crise psychotique ou la crise suicidaire. Aujourd'hui, on met tous les moyens paramédicaux, on les met sur les services des urgences pour l'accueil alors des patients en crise et non plus alors sur l'activité de secteur pour justement prévenir la rechute ou alors la décompensation psychiatrique. On va moins soigner ou alors on va proposer des plans. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces consultations des psychos qui seraient pris en charge par la sécurité sociale, ce qui n'est pas encore le cas. Alors je crois qu'il y a la loi est sortie là en début de semaine, même ou le décret. Quoi qu'il en soit, ce remboursement des consultations, ça se fait sur un temps donné, sur un nombre de consultations donné, donc c'est hyper protocolisé. Encore une fois, on ne tient pas compte de la nécessité de la temporalité dans la rencontre avec l'autre, mais on fonctionne sous des protocoles. Donc il y a ça qui est proposé, mais beaucoup de psychologues refusent et sont contre ce projet-là. Puisque du coup ça sous-entend aussi qu'il faut absolument une prescription médicale pour avoir accès à une psychothérapie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin d'une écoute, d'une aide psychologique ou d'une psychothérapie peut faire la démarche lui-même en CMP et être pris en charge. Après, par rapport à l'explosion, en effet, là, du mal-être depuis la crise sanitaire. Alors, premier confinement, tout le monde était bien, on imaginait un monde nouveau à ce moment-là, tout le monde prenait soin les uns des autres. Deuxième confinement, c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui, il y a une vraie explosion, et notamment des jeunes adolescents avec beaucoup de tentatives de suicide, des crises d'angoisse terribles et des dépressions catastrophiques. Des jeunes qui ne sont absolument pas connus du pôle de pédopsychiatrie et qui se retrouvent aux urgences dans un état psychologique dramatique.
À Digne, il y a une maison d'arrêt. Et il y a un service, alors je sais plus la dénomination vraiment du service, mais il y a des soignants qui sont 2 infirmières donc à temps plein sur la maison d'arrêt, une psychologue qui intervient à temps partiel et une psychiatre qui est du libéral et qui répond alors à des consultations. La prise en charge des détenus, elle se fait de cette façon, avec l'intervention alors de la psychologue essentiellement. Ce qu'on constate par contre en psychiatrie, c'est qu'aujourd'hui quand on parle des unités d'hospitalisation, on parle de lieux de privation de liberté. Donc les soins en psychiatrie travaillent étroitement aussi avec le juge de détention et des libertés, et finalement on se rend compte aujourd'hui que c'est même peut-être lui le principal prescripteur soit d'une sortie, soit d'une hospitalisation. C'est-à-dire que si les certificats médicaux ne sont pas conformes, tant mieux parce que ça évite des hospitalisations abusives en même temps, il va demander la levée d'une hospitalisation, donc l'arrêt des soins d'une personne. De la même façon, quand il y a quelqu'un qui dérange beaucoup dans la société, à ce moment-là, le préfet peut mettre en place une hospice sous contrainte, et c'est le juge des libertés alors qui va statuer sur ce maintien d'hospitalisation. On est vraiment dans une frontière, sauf qu'aujourd'hui on parle plus finalement de privation de lieu de liberté que de lieu de soins quand on parle de psychiatrie. Et on a l'impression alors que les soignants qui travaillent dans ces lieux de soins là deviennent eux des gardiens et non plus des soignants comme c'est le cas et comme ça devrait l'être et comme ça l'était surtout il y a encore 10 ans où on était force de création d'activités, de soins qui étaient spécifiques à la psychiatrie. En gros, ils restent fous, ils resteront fous. L'intérêt, c'est de les enfermer pendant un temps, parce qu'on est là, la spécificité de l'hôpital de Digne, c'est qu'on est un hôpital ouvert. Tous les services sont ouverts. C'est quelque chose qu'on revendique, cette spécificité-là. Parce que ça permet, justement, c'est pour aller contre le lieu de détention, et aussi parce qu'on est attaché à un soin qu'on appelle la thérapie institutionnelle, où finalement on vit les uns avec les autres sur un lieu de soins pendant un temps donné, mais on est les uns avec les autres. Et la menace qu'on a depuis quelques années, c'est justement le fait de fermer à clé les services pour pouvoir, en tout cas les services d'entrée, pour pouvoir contenir alors les soins sans consentement, bien enfermés et éviter alors qu'ils retournent dans la cité. On a aussi une autre spécificité, c'est ce qu'on appelle la réhabilitation psychosociale. Ce service, ce soin-là, il a toute force d'être et il existe en fait depuis toujours, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il est promu de telle façon que finalement, on a l'impression que c'est plus à des fins économiques qu'à des fins thérapeutiques. Exactement. On recule, oui, complètement, et on en revient alors à enfermer les fous et les dangereux dans un asile. Pourtant, l'asile, c'est beau, hein. Quand on propose l'asile à quelqu'un, c'est pour lui permettre de le venir en aide. Là, on est donc plus dans une pratique asilaire. On veut les enfermer pour pas qu'ils aillent déranger. Cacher ce fou, ouais, exactement. Et puis un fou, ça coûte cher à la société. Moi, je trouve ça incroyable qu'on ne puisse pas accepter finalement ce principe de solidarité qui nous est cher aussi, hein, puisque c'est aussi pour ça que la sécurité sociale s'est créée. Et aujourd'hui, non, un fou, ça coûte cher. Un malade psychiatrique, ça coûte cher. Il cotise pas à la Sécu, il cotise à rien. Il obtient juste l'allocation adulte handicapé qui est de l'ordre de 900 € par mois. Voilà. Et en plus de ça, il coûte cher parce que les soins humains coûtent cher, le soin relationnel ça coûte cher, et aussi parce que il y a des traitements, des thérapeutiques malgré tout qui ont un certain coût aussi, ouais. Mais ouais, cacher ce fou, il commence à nous emmerder celui-là. Ouais. C'est grave, ouais, parce que en fait, ce qui se passe aujourd'hui, la façon dont on traite les plus démunis,
c'est clairement la conscience qu'on a de l'être humain dans sa globalité. Ce qui se passe aujourd'hui pour les fous, pour les pauvres, pour ceux qui habitent à Saint-André, qui ont que comme revenu le RSA, ce qui se passe pour ces gens-là aujourd'hui, c'est ce qui va se passer pour nous demain, quoi. Et le fait qu'on soit pas à l'écoute de ça, c'est quelque chose qui me révolte vraiment, ouais. Et puis parce que de toute façon, on est là tous sur Terre de toute façon et que on a tous besoin les uns des autres, c'est tout. Autant moi j'ai besoin du malade en psychiatrie pour c'est lui qui m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui. Travailler en psychiatrie, ça a été une découverte pour moi et humainement surtout. Ouais, les rencontres sont merveilleuses. Ouais.